discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afroécologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, pour poursuivre nos portraits de véganes noirs, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour, merci de m'avoir invitée du coup pour participer à ce podcast. Eh bien, merci à toi. Et pour commencer, du coup, j'aimerais te demander comment est-ce que tu te décrirais ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, du coup, comment je me décrirais? Je pense que je me décrirais plutôt comme une personne de passionnée, d'entreprenante et entrepreneuse pour le coup. Mais sur le côté passionné, je pense que ça se ressent dans ma cuisine, vu que je cuisine afro-végane. Donc, passionnée en fait par la vie en général, hein, par tout ce que je fais, mais principalement par la cuisine. Et pourquoi entreprenante? Parce que je me lance dans la cuisine afro-végane, donc en tant que chef à domicile, traiteur pour des événements. Savoir que j'ai une double activité, donc en plus d'être chef afro-végane, je suis également consultante Haïti à la BNP, rien à voir. Donc voilà un peu ce que je fais dans mon quotidien. Sinon, je fais beaucoup de sport, j'adore faire du sport, je prends plutôt soin de mon corps et de ma santé à travers notamment l'alimentation. Eh ben super. On va parler de tout ça. Alors du coup, tu es végétalienne. Alors est-ce que je peux te demander quand est-ce que tu es devenue végétalienne ou végane? Oui, je suis devenue végétalienne. En plus, j'ai même pas fait la transition végétarienne. Ça a été vraiment direct. Je suis devenue végétalienne en fait en 2012 quand j'ai aménagé chez moi. J'avais 18 ans, j'ai aménagé toute seule et j'ai rencontré du coup mon voisin qui lui était végétalien depuis très longtemps déjà par rapport à moi et on a commencé à cuisiner ensemble parce qu'on aimait vraiment la cuisine. Et il m'a fait découvrir la cuisine végétalienne, mais plutôt côté Asie, savoir manger par exemple des algues, bon, tout le monde connaît, mais enlever en fait tout ce qui est poisson, viande de son alimentation, mais plutôt s'orienter vers une alimentation très végétale, donc très végétalienne. Ça a commencé comme ça jusqu'à aujourd'hui, et je me suis vraiment rendu compte des effets parce que on peut se dire que manger vegan c'est fade, y a pas de viande, bon ça change un truc, mais clairement ça change vraiment le corps, le métabolisme de comment fonctionne notre corps en fait. Et à partir de là, en découvrant ça, je me suis rendu compte que mon corps l'acceptait très bien et qu'en soi je ne ressentais pas le besoin de manger de la viande parce que je suis pas déjà très viande, non, je mange pas beaucoup de viande de base, mais j'ai très rapidement en fait intégrer ce type d'alimentation et je l'ai très rapidement appliqué en fait à mon alimentation habituelle et voilà. Et du coup, les inspirations un peu japonaises sur ta page de cuisine, elles viennent de là en fait, elles viennent exactement. J'aime bien déjà découvrir en fait tout type de cuisine parce que quand on est passionné par quelque chose, on s'intéresse pas juste à un seul type, mais on va vraiment fouiner un peu partout. Donc j'aime bien découvrir, mais je pense que ça a été l'essence même en fait de ma cuisine, la cuisine asiatique, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le véganisme et j'ai commencé comme ça et maintenant je lis l'afro, à l'asiatique, à l'européen, tout ça au véganisme. Donc je lis un peu tout. D'accord. Ben, de ce que tu as dit, moi, ce que j'entends, c'est que tu es quelqu'un qui fait très attention, en fait, à la façon dont ton corps réagit aux choses autour de toi. Ou c'est plutôt la santé, en fait, qui t'a convaincue pour devenir végétalienne, ou en tout cas l'observation de ton corps? Totalement. Je me suis vraiment rendu compte du changement qui s'opérait en moi en devenant végétalienne et comme je l'ai dit, vu que j'aime bien, du moins, j'ai une phrase toute simple un principe entre guillemets que je me donne à moi-même, c'est donner l'alimentation est le carburant de notre corps et j'aime bien pouvoir me dire que ce que je donne à mon corps va lui faire du bien et non va le détruire. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en mangeant vegan, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'étais plus enclin à faire à me lever le matin pour faire du sport ou à pratiquer une activité physique plus régulière, je dormais mieux, j'avais vraiment une bonne hygiène de vie. À l'inverse, quand je mangeais de la viande à l'époque, quand je compare à comment je mangeais à l'époque, c'était, on va dire, c'était un peu le jour et la nuit parce qu'une fois que j'ai mangé un bon plat avec de la viande ou même bien gras, bien fat, j'avais qu'une hâte, c'était m'endormir. Du coup, pour toi, c'est quoi les effets négatifs d'une consommation excessive de viande?
Bah, en soi, la question, elle est un peu délicate. J'ai mon point de vue sur ça, mais je la trouve un peu délicate. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, selon moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté sur moi-même et même à travers du coup ma quête du véganisme, j'ai fait pas mal de recherches aussi sur la question, sur l'alimentation, sur la consommation de viande excessive surtout. Je me suis rendu compte que quand on mangeait trop de viande, on était plus enclin à des maladies cardiovasculaires, qu'on avait par exemple, on pouvait développer le diabète de type 2. En fait, il y a plusieurs maladies qui sont liées à la consommation de viande qu'on n'a pas forcément quand on est végétalien. J'ai fait pas mal de recherches aussi sur ces questions-là, notamment l'hypertension par exemple. On n'y pense pas, mais manger trop de viande peut créer créer ce type de maladie. Le fait de manger de la viande, surtout, je pense, quand on est en consommation excessive, comme par exemple on est en Occident actuellement, où en fait les viandes sont dopées. Clairement, on peut le dire, elles sont dopées aux antibiotiques. Les antibiotiques-là se retrouvent dans notre corps et les effets sont plutôt catastrophiques en fait. Déjà donner quelque chose, de la nourriture à son corps, c'est lui donner des nutriments qui vont lui permettre d'être opérationnel. On met pas un mauvais carburant dans sa voiture par exemple. C'est la même chose pour le corps. Donc il faut apprendre à donner les bons aliments en fait, les bons produits à son corps pour qu'il fonctionne correctement. Oui, ça fait sens. En fait, t'étais partie à la recherche de la nourriture adéquate pour ton corps, vraiment. C'est ça. Entre l'observation de ton corps et du coup des données un peu plus scientifiques. Et quand tout ça s'est arrivé dans ta vie, donc très jeune en fait, à 18 ans, moi je trouve ça assez incroyable. Est-ce que tu as senti le besoin de partager toutes ces découvertes avec ton entourage et comment ils ont réagi? J'ai partagé avec mon entourage, donc mes amis d'école de commerce à l'époque. Bien sûr, en 2012, on entendait très peu parler du véganisme. Donc, pour les gens, quand on disait je suis végane, c'est manger des feuilles mortes. J'ai un ami qui m'avait envoyé une photo, un plat avec des feuilles mortes en me disant voilà ton repas Aurore, bon appétit. Donc voilà, ils étaient vraiment vraiment réticents. Ma famille, j'en parle même pas. Avec déjà le cliché, hein, les noirs et le poulet, c'est une histoire d'amour. Donc quand je disais à mes cousins par exemple de pas manger de viande, de venir chez moi pour que je leur cuisine des plats, ils me disaient toujours non, je viens pas chez toi parce qu'il y a pas de viande. Tout le monde était réticent à l'idée de manger un plat sans viande en fait, tous. J'en connais pas un qui l'était pas. Mais on va dire à force de persévérance, à force de et même avec l'évolution actuelle, on constate même ça se ressent quand on a des discussions avec d'autres personnes. De nos jours, en tout cas, le véganisme a pris une place tellement importante qu'on retrouve même dans le supermarché des plats véganes, ce qu'on n'avait pas en 2012. Et du coup, ils prennent conscience en fait de leur surconsommation de viande et ils essaient de la réduire. Et comme je le disais, j'ai des potes à moi qui à l'époque se rigolaient quand je leur parlais de véganisme, qui maintenant ne sont pas véganes, c'est clair, mais ont vraiment réduit leur consommation de viande et peuvent se retrouver à manger de la viande par exemple 2 jours par semaine, ce qui est déjà énorme par rapport à 2012, ils en mangeaient quasiment à tous les repas. C'est une grande évolution et du coup là des résistances dont tu as parlé que tes proches avaient par rapport à ton mode de vie, il y avait beaucoup de pseudo-incompatibilité entre être noir et végétalien ou être africain et végétalien. Totalement. Et ça vient d'où ça pour toi, tous ces clichés? Pour moi, en fait, le cliché sur le noir manger de la viande, c'est un peu, je dirais, c'est pas tant que sur les noirs, mais je pense qu'on a eu une ouverture au monde, hein, clairement, qui est notamment due, selon moi, à la mondialisation, sur le fait qu'on voit en fait comment les autres se nourrissent et on veut s'approprier leur façon de manger en fait. Et du coup, avec ce qui s'est passé, on nous a appris que manger de la viande, il fallait manger par exemple de la viande 3 fois par jour. Je ne pas manger de la viande, mais manger 3 fois par jour, et qu'un repas équilibré était composé de viande, de légumes et de féculents. Et c'est clairement ancré en fait on va dire dans la culture africaine, peut-être pas que africaine, mais elle est vraiment ancrée dans la culture, et ce qui fait que mes cousins, tout comme ma famille, se retrouvent à se dire qu'un repas, si on fait un repas sans viande, c'est pas un bon repas, c'est pas un vrai repas. Il faut qu'il y ait de la viande dans ce plat pour que je puisse manger. Et même, j'associerais aussi le fait, par exemple, de manger de la viande. À l'époque, en tout cas, il y a quelques temps encore, on associait le fait de manger de la viande avec quelqu'un de riche. Et pour surtout, je pense que c'est surtout ça le point, pardon. Je pense que pour un Africain, en tout cas à l'époque et moins maintenant, le fait de manger un plat sans viande impliquait qu'il était pauvre. Il a pas envie de se sentir pauvre. Donc, du coup, il faut qu'il y ait de la viande pour qu'il ait l'impression d'être riche.
Ouais, non, ça fait sens. Et du coup, là, tu viens de parler de cette ouverture de l'Afrique et de la mondialisation qui a un peu exporté un certain type d'alimentation sur le continent. Pour toi, du coup, tu es bamileke. Est-ce que tu penses qu'avant cette exportation de ce modèle alimentaire, enfin, c'était quoi la place de la viande, en fait, avant? Bah avant, clairement, avant, surtout pour le peuple américain, parce qu'encore une fois au Cameroun, il y a différents territoires. On a le nord, le sud, l'ouest, voilà. Nous à l'ouest, en tout cas, on est très terre. On cultive la terre et donc on mange des produits de la terre. Donc on est en soi, sans pour autant le dire, on est vegan. Je vais vous donner un exemple du coup de plat typique vraiment par exemple de l'ouest du Cameroun. On a, je sais pas si vous connaissez, tu connais les graines de les cornilles. Non. C'est des graines en fait des black eyed peas, on les appelle. D'où le D'accord. nom de Black Eyed Peas en plus du groupe. C'est des graines de haricots blanches avec des yeux noirs en fait. On le cuisine beaucoup, sauf que nous au Cameroun on le cuisine sous forme de gâteau. On avait par exemple ce type de plat qu'on appelle le coquille qu'on mangeait comme ça. On avait des mets de pistache africain où il n'y a pas de viande. Et on cuisinait vraiment local. Donc vraiment, on allait au champ prendre nos propres légumes et qu'on cuisinait. Donc, la culture bamileke a beaucoup de plats véganes qui, pour le coup, maintenant, est limite rejetée un peu par son propre peuple. Ouais, c'est sûr, c'est dommage. Et du coup, je précise pour les auditoristes, toi, tu as grandi en fait au Cameroun. C'est ça, exactement. J'ai grandi au Cameroun, j'ai vraiment baigné du coup dans ma culture bamileke parce que j'ai grandi chez des tantes qui cuisinent ces types de plats. Moi, j'ai commencé à cuisiner, j'avais 8 ans et je peux clairement le dire, ma cuisine n'était pas du tout axée, elle n'était pas axée sur une cuisine entre guillemets due à la mondialisation. Parce que ayant grandi à la fois en ville et au village, ma famille et moi-même, on était vraiment à la recherche du coup des produits de chez nous en fait, des produits typiques de chez nous. Et je me souviens une fois, je pense que c'est sûrement dû encore une fois à la télé ou aux émissions occidentales. Un de mes oncles qui était rentré à la maison, il m'avait dit ce qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de faire, mais vraiment genre c'est la première fois que je le faisais. Il voulait manger des frites. On n'en mange pas d'habitude. Ça m'a pas marqué sur le coup. C'est en venant en France, en ayant ce recul-là, que je me suis dit, c'est dommage de vouloir manger des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est bien la découverte des aliments, si je suis d'accord, c'est bien de découvrir, mais j'ai envie qu'on découvre la cuisine plutôt sainement, plutôt que par le biais des fast-food ou de la cuisine grasse et pas saine pour le corps, quoi. C'est hyper intéressant du coup parce que toi, t'avais mentionné la mondialisation, mais en fait, tu l'as vécu dans ta chair. Totalement. Mais non, mais t'as une vraie histoire derrière. Du coup, t'as vu ça et tu l'as vu arriver dans l'endroit où tu habitais au Cameroun. Exact. Et par rapport à tout ce que tu as dit, donc toi, tu étais végane majoritairement pour ta santé, et là, tu vois ce système alimentaire étranger arriver dans ton pays. Est-ce que tu crains, toi, pour la santé des Africains et des Africaines dans le futur? Clairement, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je vois aussi les évolutions qui se font dans d'autres pays, un peu comme l'Inde, où le taux d'obésité, en tout cas chez les jeunes, croît de façon exponentielle. J'ai vraiment peur en fait que que ça se passe aussi comme ça en Afrique. J'ai vraiment peur. J'ai peur qu'on s'ouvre totalement à la cuisine du monde, en tout cas la mauvaise cuisine pour le coup, parce que la cuisine du monde est belle, mais qu'on s'ouvre à la mauvaise cuisine du monde et qu'on renie complètement notre cuisine à nous, qui nous correspond, qui a des bienfaits sur notre corps, au détriment d'une cuisine qui ne nous apporte aucune à part peut-être les saveurs pour ceux qui aiment le gras, mais ne nous apporte aucun bienfait pour le corps en fait. C'est ça, donc toi en fait t'essayes pas du tout de mettre des frontières à la cuisine, mais la question c'est qu'est-ce que ça nous apporte. C'est ça, exactement. Je pense sauf ceux qui prennent assez de recul pour ça, pour le coup, mais les gens associent le bien manger au plaisir des papilles et c'est tellement dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que, encore une fois, pour moi, bien manger, c'est de donner quelque chose de bon à son corps, à son métabolisme, à faire en sorte que son corps fonctionne bien. Et pour beaucoup, bien manger, pour ceux qui n'ont pas ce recul-là, bien manger, c'est manger un truc qui va être bon pour, je sais même pas comment l'expliquer, qui va être bon dans les 10 premières minutes, mais qui après aura des effets néfastes en fait sur le corps. Est-ce que c'est même bon en plus? Parce que si tu penses à des cuisines vraiment très grasses et très sucrées, souvent c'est plus une sorte de sentiment d'addiction que réellement un plaisir gustatif. Ouais, c'est vrai, c'est totalement vrai. D'ailleurs, le sucre c'est la drogue la plus consommée dans le monde. Pourtant, on a des produits naturellement riches en sucre, mais les gens le prennent pas.
qu'est-ce que toi tu souhaites et ne souhaites pas pour l'avenir du continent? Ce que je souhaite, c'est qu'on redécouvre, parce qu'on l'a un peu perdu, je pense qu'on l'a un peu perdu, mais qu'on redécouvre notre cuisine, qu'on se la réapproprie en fait. Je dis pas qu'il faut pas se fermer aux autres cuisines, mais je pense qu'il faut qu'on prenne conscience de la force et de la richesse de ce qu'on peut avoir sur notre territoire, de tous les bienfaits que chaque aliment du continent apporte à notre corps, nous qui sommes africains, et qu'on le cuisine dans ce sens-là en fait. Qu'on s'oriente plutôt vers ce type de cuisine, vers une cuisine saine, bonne et très locale pour le coup. Ce que je ne souhaite pas pour le coup pour l'Afrique, c'est ce développement de la mauvaise nourriture qui, bien sûr, ne se développe pas qu'en Afrique, elle se développe partout dans le monde. Le fait de se retrouver, par exemple, en Afrique avec des pizzas, c'est bien de découvrir, mais encore une fois, au détriment de quoi? C'est ça ma question. Au détriment de tout un peuple, je pense. Comme on l'a déjà vécu, comme on le vit aux États-Unis, comme on le vit en Inde et comme on va sûrement le vivre en Afrique. C'est vraiment touchant ce que tu dis parce qu'en fait, on a vraiment l'impression qu'en fait l'Afrique a une chance entre guillemets que d'autres endroits n'ont pas. En fait, t'as déjà une cuisine qui est presque végétale. C'est pas le cas en France. En France, la blanquette de veau, tout ça, c'est les plats traditionnels. Ils doivent les véganiser. Là, il y a déjà des plats véganes, mais ils sont presque dévalorisés. Ils ont une valeur énorme. Et est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi par rapport aux méthodes de production parce que tu as dit que les bamileke, c'est plutôt la terre, la production des légumes. On a un potentiel énorme. Et j'ai envie de dire encore une fois que le fait d'être en retard sur les autres n'est pas un handicap. Au contraire, c'est une force. Parce que du coup, on voit comment les autres fonctionnent, on voit ce qui n'a pas marché chez eux et on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'eux. C'est ce qu'on n'a pas, je pense que c'est ce qu'on n'a pas en Afrique. En fait, on veut toujours... Et comme c'est pas que l'Afrique, je pense que c'est un phénomène, on va dire peut-être naturel, je sais pas. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, et maintenant on est en train de l'appliquer en Afrique. Quand je parle de ça, c'est notamment les produits bio, les produits non transformés, bref, les produits, en gros la terre neuve, la terre nouvelle, peut-être pas nouvelle, mais la terre ancienne qui n'est pas polluée. J'ai une amie qui fait des études en agronomie. Elle voulait s'inspirer des méthodes d'agriculture européenne, à savoir s'intéresser aux différents pesticides qu'elle pourrait utiliser si plus tard, bien sûr, dans son métier, elle devrait acheter des terres et cultiver quoi en gros. Et elle me disait oui, non mais moi il me faut des engrais parce que je veux produire en masse, je veux gagner beaucoup d'argent. J'ai été vraiment choquée parce que je me suis dit, en France, on est en train de faire un retour en arrière pour le coup, on est en train de bannir les pesticides et on s'oriente plutôt vers le bio. Et chez nous, on a encore des terres, je pense, je m'y connais pas vraiment, mais je pense qu'on a encore des terres qui sont non polluées. Et je trouve ça dommage que la nouvelle génération, qui est purement africaine, du coup, ceux qui ne sont pas venus en Occident, mais qui sont de là-bas, veulent suivre le même process que les pays occidentaux, sans prendre conscience des erreurs que ces pays-là ont fait, en fait. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils prennent pas conscience de ça et qu'ils veulent reproduire les mêmes erreurs que ce que nous on a, ce que les occidentaux font et ce que le reste des pays développés font. Non, c'est très intéressant ce que tu dis, je le mettrai en avant parce que je pense que c'est vraiment vraiment important que les gens entendent ce discours-là. Et ce qui est dingue avec la mondialisation, vraiment, c'est qu'on arrive à t'exporter quelque chose de mauvais en te faisant croire que c'est un rêve. Totalement. Mais je pense que la diaspora, en fait, africaine, prend plus conscience de ça que les Africains eux-mêmes. Chez moi, au Cameroun, j'ai vu un post sur Facebook d'une femme qui allait au supermarché, déjà pourquoi il y a des supermarchés au Cameroun, je sais pas pourquoi. Mais bon, elle est allée au supermarché au Cameroun pour s'acheter des pommes, le fruit. Et elle disait comme quoi ce fruit coûtait, je crois, que pour 4 pommes, elle a payé 4000 francs. C'est-à-dire, une pomme lui revenait à 1000 francs CFA, sachant que 1000 francs CFA, du moins, en euros, c'est 650 francs et qu'avec 4000 francs, tu peux normalement nourrir une famille. Mais parce que t'as envie de te sentir un peu, encore une fois, le sentiment de supériorité par rapport aux autres, peut-être, le sentiment de te sentir un peu riche, ou le sentiment peut-être de découvrir, je sais pas comment je peux appeler ça, mais comment tu peux te dire, je suis prêt à dépenser 4000 francs pour acheter 4 pommes, alors qu'il y a plein de fruits chez moi qui sont riches, alors que ces fruits-là ont pris l'avion, le bateau, la totale, ils ont perdu tous leurs nutriments, tout. Tu vas chez toi, tu cueilles ta mangue avec ton bâton. Cette mangue a beaucoup plus de nutriments et apportera beaucoup plus de bienfaits à ton corps que cette pomme qui a pris l'avion et qui n'est même pas de chez toi, que ton corps ne connaît même pas, en fait. Mais je pense que c'est un sentiment, il est pas que propre à l'Afrique, je pense qu'il est propre à l'homme, en général.
sentiment de vouloir ce qu'on n'a pas déjà, premier point, et de supériorité par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, je mange cette pomme alors que les autres n'ont pas, donc du coup, je suis supérieure à eux. Après, le pouvoir des images et des médias est très fort, hein. Bien sûr, bien sûr. Africain ou pas, t'es convaincu, hein. C'est ça, exactement, exactement. Des fois, il faut partir de chez toi, voir les choses, et puis Et prendre conscience. Et prendre conscience que ce que tu avais chez toi est vraiment bien. C'est une richesse, c'est une force. Mais je pense que la diaspora le comprend. Pas ceux qui y vivent. Mais bon, ça viendra, je pense. En tout cas, si la diaspora décide de rentrer, je pense qu'il y aura vraiment une grosse prise de recul par rapport à tout ça. Et je pense qu'il y a même des Africains purs qui vivent là-bas, qui ont conscience, mais ils sont minoritaires et n'arrivent pas encore à peut-être bouger les choses ou à défendre ce en quoi ils croient et les vraies valeurs, en fait. on va partir un peu sur toi, tes projets. Moi, j'ai l'impression que, en fait, dans tout ce que tu dis, là, tu m'as cité plusieurs légumes, plusieurs fruits. Est-ce que c'est important pour toi de valoriser les produits africains? Totalement. Moi, quand je cuisine afro-vegan, je pense que déjà le terme afro-vegan prend tout son sens. Parce que la cuisine, comme je disais, la cuisine bamileke, les véganes sans pour autant le dire, parce qu'en fait, c'est une cuisine bamileke, point. Qui est de la viande ou pas, on l'associe à la cuisine bamileke. La cuisine afro-végane, selon moi, c'est une cuisine très créative. Pourquoi? Parce que on l'appelle afro parce qu'en fond, on va prendre un produit africain, et on l'appelle vegan parce qu'en fait, il n'y a pas de viande, mais on l'appelle afro-vegan parce que la combinaison des différents produits et la création qui se fait par la suite rend ce plat à la fois beau, bon, riche en saveurs, rempli de nutriments, en gros. Et pour moi, du coup, je m'intéresse vraiment, quand je cuisine, pas à la cuisine africaine, mais encore une fois, aux produits africains. C'est-à-dire que je ne vais pas te cuisiner le plat que ma grand-mère me cuisinait, par exemple. Pour moi, c'est pas pensable, parce qu'encore une fois, c'est le plat de ma grand-mère, c'est pas le mien. Et je ne cuisinerai jamais aussi bien qu'elle, je pense. Mais par contre, je vais juste prendre un produit africain que je vais travailler autrement et je vais mettre en avant, en fait, ce produit-là, le faire découvrir, leur montrer, en fait, qu'on peut cuisiner ce produit différemment et sans pour autant perdre sa racine ou ses origines. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment si j'ai bien compris, de déployer, en fait, le potentiel des produits que tu travailles. C'est ça, ouais, totalement. Comment est-ce que tu trouves tes inspirations au niveau cuisine? Parce que en parcourant ton blog, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits africains que tu valorises, mais en fait, tu fais beaucoup de fusion aussi. Totalement. En fait, encore une fois, je disais, la créativité, je pense que quand on est créatif, on ne s'intéresse pas juste à un type d'éléments ou on s'intéresse pas juste à un type. On va vraiment chercher son inspiration un peu partout. Et ça a commencé déjà par la cuisine asiatique parce que mon ami m'a vraiment, entre guillemets, fait baigner un peu dedans, même si j'y suis jamais allée. Après, moi, j'ai vécu en France aussi, donc je m'inspire aussi des plats français, de la cuisine française pour cuisiner mes plats. Je m'intéresse aussi à la cuisine italienne parce que la cuisine italienne, elle aussi, elle est très saine et très savoureuse et faire un mix un peu de toutes ces cuisines-là crée quelque chose de complètement nouveau. Mais à chaque fois dans ce type de cuisine, j'essaie toujours d'introduire ma culture dans ces plats-là, en fait. Donc, un élément africain qui sera la base de mon plat, en fait. J'aurais peut-être dû te poser la question un peu avant, mais comment est-ce que tu en es venu à devenir chef? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a décidé? C'est une bonne question et assez drôle d'ailleurs. Comment je suis devenue chef? Comme je l'ai dit, j'ai commencé à être végane en 2012. Entre-temps, j'ai continué ma vie de jeune fille dans le monde dans le monde actuel. J'ai validé tous mes diplômes, j'ai eu mon master et ça s'est vraiment fait vraiment par hasard parce que moi j'adore cuisiner, donc je cuisinais déjà pas mal en fait pour moi, pour mon entourage. Et après mon master, je me suis retrouvée au chômage, donc sans avoir vraiment de l'argent pour cuisiner même pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de cuisiner pour des gens, aller cuisiner chez des gens pour des gens. Et même s'ils me payent pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je continue à pratiquer, à développer ma créativité et en même temps avoir des retours qui me permettront de m'améliorer dans la cuisine. J'ai donc publié un message sur un groupe Facebook où je demandais aux gens si c'était disponible pour que j'aille cuisiner chez eux et qu'ils me fassent ces retours-là. Donc, il y a pas mal de gens qui ont répondu présent, du coup, à cette invitation. J'ai commencé à cuisiner pour une jeune fille en gros, elle était en couple et donc pour son mari et elle. Et de là, en fait, elle a adoré ma cuisine et elle m'a dit, il faut que je te présente ma patronne parce que ma patronne, pour le coup, elle cherche elle cherche un chef qui cuisine vegan. Du coup, je me suis présentée chez cette dame qui était fort sympathique d'ailleurs. J'ai découvert que cette dame était la bijoutière de Meghan Markle à Paris. Donc c'était énorme.
Donc j'ai cuisiné chez elle pendant 3 mois et pendant 3 mois, elle arrêtait pas de me challenger, de m'aider à travailler ma cuisine et en même temps à développer un concept parce elle m'a bien fait comprendre que le véganisme en France, il y en a déjà pas beaucoup, mais voilà, il y en a quand même. Mais l'idée serait de m'orienter pour le coup vers la cuisine afro-végane parce que chez elle, je cuisinais des plats africains, véganes, mais je n'avais pas forcément ce concept de l'appeler afro-végane. Et elle m'a dit clairement, Aurore, c'est ton domaine, fonce dedans et vas-y quoi, vas-y corps et âme. Donc de là en fait, j'ai commencé à cuisiner du coup afro-végane pour cette dame. J'ai publié sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à m'appeler pour que je vienne cuisiner chez eux pour leurs événements et ainsi de suite. Ça a démarré comme ça jusqu'à aujourd'hui. Waouh, super beau parcours, hein, du coup. Merci. Et est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs investisseurs ou pour les personnes qui pensent à se reconvertir? Je pense qu'il y en a pas mal, particulièrement depuis le Covid. Moi, le conseil que je pourrais donner à toute personne qui veut se reconvertir, en tout cas, c'est d'y aller et c'est de le faire. Je pense qu'il y a beaucoup de phrases, on va dire, elles sont pas toutes bêtes pour le coup, mais on peut les dire, oui, mais tout le monde le dit. Mais en fait, si tout le monde le dit, c'est que ça marche forcément. Donc, sur le côté où quand tu crois en quelque chose, faut foncer, faut y aller. Bien sûr, on a peur. Bien sûr, on aura toujours peur. Et le plus important pour le coup, c'est de battre cette peur et même pas de la battre en fait, d'avancer avec cette peur parce que cette peur aussi qui te permet d'avancer. Si t'avais pas peur, si on n'avait pas peur, je pense que on ferait plein de choses, c'est clair, mais il y aura un sentiment de pas d'accomplissement pour le coup. Parce que quand tu arrives à braver ta peur, tu as un sentiment d'accomplissement, tu te dis waouh, j'ai fait ça alors que j'avais si peur alors que je ne pensais pas être capable de le faire. Donc faut réussir à braver sa peur et en même temps à continuer d'avancer avec elle parce que c'est elle qui nous permet d'aller encore plus loin. Donc fonçons. J'en suis encore à ce stade-là, hein, donc je fonce aussi. Non mais oui, faut foncer et puis il faut commencer quoi. Exact. Une fois qu'on est dans le bain, de toute façon il n'y a plus qu'à y aller donc. On a plus le choix. Et pourquoi et quand est-ce que tu t'es lancée sur Instagram? Parce que moi je t'ai découvert par Instagram. C'est la mode. C'était la mode en tout cas à ce moment-là. Quand on cuisinait, on prenait des photos de ce qu'on mangeait. C'était très, tout le monde le faisait. Donc pour le coup, je me suis dit pourquoi pas cuisiner, et alimenter du coup mon profil, créer un profil Instagram et mettre des photos de ce que je fais. Je pensais pas du tout à être là où j'en suis aujourd'hui quand je commençais à faire ça. Je pensais juste à être comme un peu comme tout le monde. J'aime manger, j'aime cuisiner. Bah je fais des photos de ce que je cuisine et je poste. Et c'est comme ça en fait. Même le nom Food Suite Vegan, c'était pas vraiment un nom très réfléchi pour le coup parce que encore une fois, je n'ai pas vraiment réfléchi à quand j'ai décidé de sur Instagram ou quand j'ai décidé de créer cette page. Je suis juste allée à l'intuition comme d'habitude et voilà, j'ai créé et je continue d'alimenter tout en gérant quelques projets par-ci par-là. Et qu'est-ce que tu essayes de transmettre sur cet Instagram? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent de ce que tu fais? Bah déjà que je suis passionnée par ce que je fais, clairement. J'espère qu'ils le voient sur ma page Instagram. Que je suis toujours à la recherche de comment transformer un produit, tous nos produits, des produits de chez nous. Je suis toujours en train d'essayer de l'associer avec différents aliments. Parfois, je rate mes recettes, clairement, je les rate, mais je suis toujours à la recherche de créer quelque chose de nouveau. Par exemple, là, la dernière fois, j'ai fait des crêpes à l'hibiscus et au gingembre. Ça m'a l'air très bon. Merci, merci. Je me suis pas dit je vais créer un truc nouveau. Je me suis dit attendez, on voit l'hibiscus avec ça, mais pourquoi ne pas l'associer à la crêpe en fait? Ça marcherait tellement bien. Et ben je l'ai créé et les gens, j'ai eu beaucoup de retours en plus sur cette recette là. Les gens me disaient waouh, vraiment, on n'y pense pas, mais en fait ça a l'air super bon en tout cas ce que tu fais, ce que j'ai fait quoi pour le coup. Et j'ai envie qu'ils voient ça, j'ai envie que les gens voient ce côté passionné. J'ai envie du coup que les gens en voyant ça me fassent confiance pour le coup pour leur futur pour leurs événements, qu'ils se disent j'ai une personne en face de moi qui est super créative et qui est passionnée et surtout qui est très généreuse pour le coup parce que mes plats sont toujours très copieux. Donc ça se voit aussi sur mon Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai envie de communiquer déjà ma personne, à savoir que je suis créative et très généreuse. Mais aussi promouvoir encore une fois les ingrédients, les produits, le produit africain, montrer qu'on peut le cuisiner autrement, qu'on peut le manger autrement et tout en conservant nos origines. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup avec ton profil, en tout cas, et si les gens n'ont pas vu que tu étais passionnée sur ton Instagram, j'espère qu'ils le verront là, c'est que toi, quand tu parles de ta créativité, en fait, en tout cas, quand tu as mentionné le fait que tu allais cuisiner gratuitement chez les gens juste pour développer ta créativité, t'as vraiment commencé ta cuisine quand t'avais pas nécessairement beaucoup de moyens en fait. Totalement.
Totalement. En fait, tu as développé ta créativité en proposant tes services gratuitement. Et C'est ça. vous n'avez pas d'excuses, les gens. Non, mais je pense que c'est dans tous les domaines. Quand on est passionné par quelque chose, je pense on se met pas de barrières, on se met pas de limites, en fait. Et surtout quand on y croit, pour le coup. Je ne me voyais pas me dire que parce que je n'ai pas d'argent, j'arrête de cuisiner. C'était impensable. Je préférais ne pas manger chez moi, mais aller cuisiner chez des gens et me dire, juste, faites-moi des retours, c'est ça qui me nourrit. C'est ça qui me permet d'avancer, c'est ça qui me permet de continuer, en fait, à pratiquer ce que j'aime, parce que j'aime vraiment ça. Donc, clairement, on va pas se dire, bon, les gens qui se disent parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas ça, du coup je peux pas avancer, j'ai envie de leur dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, en fait. Avec rien, on avance. Et quand on arrive à avancer avec rien, quand on a beaucoup, on apprécie vraiment ce qu'on a. J'apprécie beaucoup ce que j'ai en ce moment. Bah oui, totalement. Et mais c'est vrai que l'effet Instagram peut des fois, tu vois, des fois les gens ils voient des comptes et ils se disent ah oui, mais il y a un bon appareil photo, il y a un C'est bon ça, ceci, il exactement. y a un bon cela, moi j'ai pas ça. Ça va se construire en fait. C'est ça, ça se construit. On peut pas partir en ayant, bon, on n'est pas des enfants de Bill Gates, hein, on part pas avec un bagage rempli, quoi. Non. En tout cas, pour ceux qui l'ont, c'est très bien. Pour ceux qui l'ont pas, bah, c'est avec les moyens du bord. Et beaucoup de personnes qui s'en sont sorties, pardon, sont des personnes qui sont parties de zéro aussi. Les personnes les plus inspirantes sont celles qui sont parties de zéro et qui ont réussi à se créer un empire. Et est-ce que sur Instagram tu as trouvé une communauté afro-végétale ou est-ce que tu évolues plutôt en solo? Mais je pense que j'ai commencé à évoluer en solo et je pense qu'au fil du temps, en fait, il y a des gens qui se sont reconnus dans ma cuisine, ou des gens qui étaient véganes et qui s'interrogeaient du coup, des Africains qui s'interrogeaient sur la cuisine afro-végane, qui ont trouvé ma page intéressante. La plupart des gens qui me contactent pour pas des events et même des dîners de chef à domicile, c'est vraiment des gens de Instagram. Donc, ils se reconnaissent un peu dans ma cuisine. Soit ils se reconnaissent, soit ils sont dans la découverte. De là, je peux dire que oui, je suis en train de construire en fait une communauté afro-végane du coup sur Instagram en fait. Plus le temps passe, plus je vois des messages que je reçois des personnes qui se disent oh c'est super bien ce que tu fais, ou même je m'intéresse beaucoup à ça. Est-ce que tu pourrais m'aider dans ma quête, ou est-ce que tu pourrais venir cuisiner chez moi? Je fais un atelier de cuisine. Est-ce que tu pourrais venir nous montrer comment on cuisine afro-végane? Donc il y a une communauté en tout cas qui est en train de se créer autour de ça, ouais, que je suis en train de développer du coup autour de cette cuisine. Et est-ce que tu vois une évolution des mentalités côté afro par rapport au végétalisme grâce à tous ces comptes qui ouvrent sur Instagram et qui proposent en fait une cuisine afro-centrée? Totalement, totalement, totalement. Je m'y attendais pas du tout parce que moi, en plus, au début, c'était en 2000, fin 2019, hein, quand moi je parlais d'afro-vegan, je ne m'attendais pas à avoir une aussi forte communauté africaine en France manger vegan, malgré le fait que moi, de mon côté, mon entourage était très réticent. Malgré tout, sur Instagram, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup d'Africains qui étaient vraiment intéressés par ce type de cuisine. Et ce que je remarque aussi, c'est que bon, parmi ceux qui sont intéressés, c'est un peu des gens de notre âge, en fait. Des gens on va dire, entre 20 et 35 ans, peut-être un peu plus, mais on va dire que nos parents, en tout cas, sont moins intéressés par ça, mais notre jeunesse africaine, en tout cas en France, semble vraiment intéressée par la cuisine africaine, la cuisine afro-végane, et même eux prennent conscience aussi de la surconsommation de viande et essayent aussi un peu de l'éliminer. Donc non, ils prennent vraiment conscience. Ouais. Non, je pense aussi. Et si les gens sont pas véganes, ils sont au moins curieux. C'est ça, exactement, exactement. Dans 5 ans, comment est-ce que à quoi est-ce que tu espères que ton business ressemblera? Comment est-ce que tu te projettes, Aurore, dans 5 ans? Ah, j'ai de grands rêves. Euh, dans 5 ans, j'ai envie de me dire vraiment, et même pas j'ai envie de me dire, je me dis que dans 5 ans, je pense vraiment que dans 5 ans, j'aurai ouvert, si ce n'est le premier restaurant afro-vegan, mon premier pour le coup, pas le premier, mais mon premier restaurant afro-vegan dans Paris. En tout cas, j'aurai ouvert mon premier restaurant afro-vegan. Que ce soit à Paris ou ailleurs, il sera ouvert dans 5 ans. D'accord. Et par la suite, j'aimerais en ouvrir du coup plusieurs autres dans le monde, peu importe le pays. Dès l'instant où je peux impacter des gens sur la cuisine, sur une bonne alimentation et sur le véganisme et l'afro-véganisme, c'est le plus important. Et est-ce que tu aimerais transmettre ça au Cameroun également? Totalement, ça c'est le rêve ultime. C'est me dire que après avoir posé mes marques en fait sur la cuisine afro-végane en France, même ailleurs, rentrer chez moi et montrer du coup aux gens de chez moi en fait qu'on peut manger vegan, bien manger afro-vegan
et peut-être sortir un peu d'une cuisine trop traditionnelle, mais plutôt une cuisine plutôt ouverte, mais afro-végane. Pour revenir, quand je dis afro-végane, encore une fois, je parle pas de la cuisine africaine végane, mais je parle du produit africain qui est transformé dans une cuisine végane. Ben, très beau projet, hein. Moi, je souhaite de tout cœur que, que tout ça se réalise très vite. Et dans tout ça, du coup, parce que là, c'est beaucoup de projets, beaucoup de travail, t'as même un deuxième travail. Comment est-ce que tu prends soin de toi? Comment je prends soin de moi? Je pense que, un peu comme toute personne qui s'intéresse à son corps et qui prend soin de son corps, je fais du sport, donc je cours, je fais de la corde à sauter parfois. Là, je vais m'inscrire à la boxe, donc je fais beaucoup de sport. J'essaye en tout cas de faire beaucoup de sport. J'ai fait un Paris-Sardaigne, Cagliari, en vélo l'année dernière, donc je suis plutôt une bonne sportive. À côté, je fais de la méditation. Je m'essaye un peu au yoga. Donc, je fais vraiment tout ce qui me permet de me concentrer sur mon corps et d'écouter mon corps au maximum. Pour moi, c'est la clé de la bonne santé, la longue vie sur Terre. Pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations d'Instagram francophone qui, toi, t'inspirent? Totalement. Du coup, le premier compte, on la connaît tous et toutes d'ailleurs. Le compte de Glory KB, la chef afro-végane. Non, elle est super, cette jeune femme, pardon. Elle est super inspirante parce que, on va dire, c'est la pionnière dans ce domaine-là. Et pour moi, j'espère que ça rend compte, en tout cas, elle ouvre des portes à d'autres générations, d'autres personnes qui veulent se lancer dans le domaine. Donc, en tout cas, moi, en l'occurrence, elle m'ouvre des portes. Elle permet, grâce à elle, elle ouvre la cuisine afro-végane au monde. Et par ce biais-là, moi, je l'intègre. Je le prends et je continue d'avancer avec elle. Sinon, il y a aussi le compte de Mangeuse d'herbe qui est super inspirant parce que j'aime bien les personnes qui défendent une cause. Et dès l'instant où on est très impliqué dans sa cause, moi, ça m'inspire. En fait, des personnes qui croient corps et âme à ce qu'ils font et à ce qu'ils combattent, c'est super inspirant et son compte m'inspire aussi beaucoup. Ouais, j'aime bien son combat, en tout cas, je me reconnais dans le combat qu'elle mène et je trouve ça bien d'avoir une porte-parole qui défend cette cuisine-là et nos produits et notre culture. Très bien. D'accord, j'ajouterai toutes ces recommandations en barre d'infos. Et merci beaucoup Aurore, super intéressant, franchement. Donc j'espère que les auditoristes auront autant aimé que moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.